Nous sommes le jeudi 15 février 2024, ici Danick Julien et votre bulletin d'information Info. C'est JSR. Les forces armées canadiennes étaient présentes dans l'ouest de Portneuf cette semaine. Nous parlerons avec la technicienne à la prévention incendie de Donnacona, Mme Julie Saint-Onge. Nous ferons un retour sur les conseils municipaux de Saint-Raymond et Saint-Marc-des-Carrières. Et finalement, on discute de nouveautés de CJSR avec le président Denis Gingras et la nouvelle directrice générale, Suzy Bertrand. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Plusieurs événements vont avoir lieu dans Portneuf dans les prochains jours et dans les prochaines fins de semaine. L'un d'entre eux, c'est le Festiglas qui sera de retour pour une troisième édition lors de la fin de semaine du 24 au 25 février. Et j'ai avec moi le président et fondateur du Festiglas, M. Dany Julien, pour en parler. Bonjour, M. Julien. Enchanté, Dany. Merci pour cette opportunité. Bien, merci d'être des nôtres, Dany. On parle du Festiglas parce que ça a déjà existé dans le passé, mais on a depuis quelques années recommencé la machine là, de ce festival-là d'escalade sur glace. Pouvez-vous nous parler un peu de ça? Exactement. En fait, le Festiglas a existé de 1997 à 2008. Ça a été dans les balbutiements, en fait, des compétitions et des rassemblements d'alpinisme du monde entier qui se sont rassemblés à Pont-Rouge. Donc, il y a vraiment une aura derrière le Festiglas et toute son histoire. Et moi, à l'époque, j'étais bénévole et volontaire. C'est à Pont-Rouge, sur les abords de la Jacques-Cartier. Donc, j'ai eu la chance, moi, déjà, tu sais, il y a 25-30 ans environ, là, ben, c'était plus difficile d'avoir accès à des cours d'escalade de glace. Donc, c'est ça. Donc, moi, avec des amis motivés, on a décidé de reprendre le flambeau là, après 10 ans, 13 ans exactement d'arrêt du Festiglas. Donc, en 2020, on a décidé de ramener l'événement aussi avec sa notoriété aussi. Donc, c'est une compétition d'escalade sur glace. Est-ce que ce sport-là, il y en a beaucoup de gens qui le pratiquent? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien pratiqué au niveau des gens qui font de l'escalade? Ou... C'est un sport qui est en pleine croissance, en fait. Tu sais, parce que, en fait, pour l'escalade de roche, c'est en explosion totale. Donc, les gyms, on voit les gyms exploser un peu partout, là, pousser un peu comme des champignons, si on pourrait dire, à travers les villages, les villes, tout ça, surtout à Québec, Montréal. Donc, l'escalade de glace devient de plus en plus populaire. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir un territoire qui peut nous offrir, en fait, de la glace naturelle comme ça. Ça reste quand même un peu niché comme sport parce qu'il faut que ce soit accessible. C'est le but du Festiglas, justement, de rendre ça accessible aux gens qui ont jamais pratiqué ce sport. Donc, le Festiglas, ça se passe à Pont-Rouge, dans le secteur de l'île aux raisins. Pouvez-vous nous parler un peu de ce secteur? Exactement. L'île aux raisins, en fait, ça se trouve sur la rivière Jacques-Cartier. Tu pourrais me demander d'où vient le nom. J'ai aucun historique là-dessus, mais ça s'appelle l'île aux raisins. En fait, ceux qui font du kayak de rivière ou du canot connaissent l'endroit. C'est un canyon d'environ, je vous dirais, presque 1 kilomètre de long.
qui fait 45 mètres de haut. Donc, c'est vraiment un territoire hyper magnifique. Donc, c'est propice à ce que ça forme de la glace. Donc, c'est une paroi qui est surplombante, donc en dévers. Donc, ça crée des gros glaçons, en fait, des gros stalactites de glace qui finissent par se former par le froid, finalement. Donc, ça prend quand même du froid pour former ces glaçons-là, ces gros monstres de glace-là. Donc, c'est vraiment un endroit qui est magnifique, qui est un peu méconnu des gens locaux, mais connu des alpinistes du monde entier. Okay. Donc, c'est un drôle paradoxe. De paradoxe, merci. Puis, c'est ça, en fait, le but aussi de tout ça, c'est d'essayer de le rendre accessible, ce lieu-là, avec le Festi-Glace, et puis en développant quelque chose qui peut être... Et puis, bon, vous avez parlé qu'il faut qu'il fasse froid pour qu'on ait de la glace. Ouais. On le sait que cet hiver, ça a été compliqué. On a eu de la pluie quand même beaucoup. Est-ce que le secteur semble propice encore cette année pour ça? En fait, c'est la beauté de la chose, c'est éphémère. La glace, c'est très éphémère. Donc, peu importe la température. Je vous avoue que la semaine passée, le week-end dernier, là, j'ai eu un petit peu peur là, avec les redoux qu'on a eus. Mais oui, ça prend quand même des gros froids pour former ces glaçons-là. Donc, c'est certain qu'on aime avoir là, quand même de la température sous moins 5, moins 10. Mais somme toute, on est confiant à chaque année. C'est pour ça qu'on choisit ces dates-là. C'est les dates là, où ce que les conditions sont les meilleures pour l'escalade de glace à cet endroit. Puis, sinon, bien, on change, on s'adapte beaucoup par rapport aux conditions d'une année à une autre. Donc, on a assez grande paroi, on a assez grand territoire pour être capable de jouer, de combiner puis composer avec ça. Là. Donc, le Festi-Glace, c'est fait pour la compétition d'escalade sur glace. Par contre, comme vous l'avez dit, vous voulez rendre le site plus accessible à la population. Donc ça veut dire activité familiale. Pouvez-vous nous parler un peu de la panoplie d'activités qui est liée à votre festival? Bien oui, absolument. En fait, le Festi-Glace, qui est la base de tout ça, ce qui attire les athlètes puis qui donne, si on veut, un spectacle, c'est vraiment la compétition qui est particulière, qui a vraiment là, un aspect particulier qui est presque unique au monde, en fait, de ce type de compétition-là. Et nous, ce que nous voulons, c'est d'amener les gens à venir essayer les sports de la nature, venir essayer l'escalade et ne plus voir l'escalade comme un sport hyper dangereux, extrême et tout ça. Donc, on a des activités là, qui varient de la randonnée en raquette, des skis, de la trottinette des neiges. On a un truck food qui est là en bas sur la rivière. On a des trucs pour slackline, en fait. C'est comme un peu être un funambule aussi. On a un spectacle aussi de slackline, un petit mur d'escalade artificiel aussi pour les plus jeunes. On a aussi des ateliers qui sont super intéressants au niveau de la survie en forêt, de l'animation survie en forêt, construire des quindies, des abris de neige. Okay. En fait, on essaie d'aller dans un côté éducatif, tout en amusant, puis en essayant d'amuser toutes les familles de tous les âges, en fait, pour toute la journée, tout le week-end. Donc, ça se passe du 24 au 25 février. C'est ça. Je veux qu'on revienne un peu avec les athlètes. Ça ressemble à quoi, là, le profil des athlètes qui vont participer à votre compétition? On a deux types de compétitions. En fait, on a la compétition élite, comme je vous dis, qui est particulier. Donc, c'est un enduro. En fait, c'est qu'on voit des athlètes grimper pendant 3 heures. Le plus de montées possible. Donc, pour le spectateur, là, c'est quelque chose d'impressionnant. Là. Tu peux regarder, voir des grimpeurs partout. Donc, déjà que c'est dans un milieu qui est très, très beau, avec des glaçons, c'est super féerique. Donc, ces athlètes-là qui viennent, c'est les meilleurs grimpeurs alpinistes de ce style-là d'escalade, si on veut, qui viennent au monde. Donc, il y a une sélection qui est très, très stricte par rapport aux athlètes qui viennent. On en refuse beaucoup à chaque année. Puis, ça fait partie des meilleures élites là, d'escalade de glace et de type mixte aussi, si on veut. Vous avez parlé de 2 types. L'autre type, ça ressemble à quoi? Oui, c'est ça. En fait, c'est qu'on a une compétition qui est un petit peu plus de type amateur. Donc, on donne la chance, en fait, aux grimpeurs locaux, même américains, de venir s'essayer sur les parois. Puis, on se rend compte d'une année à une autre, c'est de plus en plus populaire. Donc, on risque l'an prochain, même, il y a un engouement énorme. Donc, c'est un beau problème. L'an prochain, on pourra ouvrir plus de catégories encore. Donc, c'est le même type de voie d'escalade, sauf qu'il y a moins de voies à faire.
La sécurité des participants, là, en fait, est assurée d'une façon différente un petit peu. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques de l'escalade, mais donc c'est ça. Ça permet d'avoir une compétition pour les amateurs aussi. Qui est bien apprécié, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres compétitions d'escalade sur glace de ce genre au Québec ou vous êtes un peu les seuls? Au Québec, il y en a déjà eu. Il y a déjà eu un circuit de Coupe du Québec qui faisait partie aussi du Festiglas à l'époque. Par contre, non, il n'y a plus de compétition qui se fait beaucoup en escalade de glace. Présentement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un engouement dans la compétition, surtout sur la Coupe du monde d'escalade de glace, qui travaille très fort pour amener aux Olympiques cette discipline-là. Okay. Donc là, présentement, ce week-end, il y a une Coupe du monde qui est à Edmonton. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de Coupe du monde là, en Amérique. Puis c'est le but aussi du Festiglas, c'est d'être capable peut-être éventuellement, là, on est bien confiant pour l'année prochaine là, d'amener une Coupe du monde à Québec. Donc le côté compétitif n'est pas nécessairement dans les veines, mais on rend, nous en tout cas, le Festiglas, on rend la compétition amicale. Ouais. Donc, c'est vraiment comme des compétitions qui sont contre d'autres personnes, oui, mais qui est un but personnel finalement, puis qui peut pousser le compétiteur à se dépasser, puis avoir un objectif d'entraînement précis pour pouvoir performer à l'événement. Donc, vous avez quand même plusieurs buts dans le sens de rendre le sport plus accessible, ensuite faire un événement sur l'île aux raisins pour les familles. Vous avez quand même là, une panoplie de missions, là, j'ai envie de dire, là, pour votre organisation. Oui, absolument. En fait, le but, c'est de rendre l'escalade moins intimidant. Okay. Donc, si on était juste une activité d'escalade, c'est certain que ça reste niché, on s'entend. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de faire un week-end où tout le monde peut se rassembler. Tu sais, quand on parlait des activités aussi, on a un village d'exposants. Donc, tu sais, exemple, la Vallée du Bras-du-Nord, on vont avoir un stand pour présenter des trucs. On est des partenaires comme des boutiques. Ouais. Donc, c'est un peu comme un salon chasse et pêche plein air, mais à l'extérieur. Puis l'attrait que je peux dire dont on est fier, c'est qu'on offre l'escalade de glace gratuitement. Le site est gratuit c'est gratuit pour entrer sur le site. Ouais. Puis l'escalade de glace, vous arrivez habillé en hiver, puis on vous chausse la tête aux pieds, puis vous pouvez faire un essai d'escalade avec des moniteurs qui sont partenaires aussi avec nous. Donc, on essaie vraiment là, de rendre ça accessible, de démocratiser le sport aussi, puis de faire jouer les gens dehors avec des feux de joie qu'on a. Donc, c'est vraiment un beau week-end à passer en famille. En plus, c'est gratuit. Donc, Denis Julien, président et fondateur du Festiglas, j'aurai encore des questions à vous poser, mais je vois le temps qui passe et on a un programme chargé ce soir. Merci beaucoup. Remercie d'avoir été des nôtres. Merci. Et on invite la population là, à être du Festiglas dans le secteur de l'île aux raisins à Pont-Rouge du 24 au 25 février. Pouvez-vous peut-être rappeler l'endroit exact là, pour pouvoir rejoindre le site? En fait, c'est c'est pas loin du Pont-des-Riz. C'est 700 Bois de l'Ail. Mais on met des indications dans le village, en fait, pour s'y rendre. Donc, il va y avoir des flèches, des indications. Festiglas.org, vous allez trouver les informations pour y rendre, puis tout l'horaire, les activités pour y participer. Super, merci beaucoup. Alors, on poursuit dans Info CJSR parce que, jusqu'au 16 février, donc jusqu'à demain, il y a des militaires des Forces armées canadiennes présentes dans Port-Neuf pour l'opération Rafale Blanche. Charles Laviolette s'est entretenu avec les militaires. Il nous a réalisé un reportage. Le voici. Du 12 au 16 février, les Portneuvois ont pu apercevoir des véhicules et des soldats de l'armée canadienne se déplaçant sur les routes des municipalités de la région. En effet, c'est dans les municipalités de l'ouest de Portneuf que se déroulait l'exercice Rafale Blanche 2024. Ce sont environ 400 militaires de la base de soutien de la 2e division blindée basée à Valcartier qui ont participé à l'exercice qui a également impliqué une soixantaine de véhicules blindés légers, des motoneiges ainsi que des hélicoptères. Les soldats se sont entraînés à former des convois de véhicules, des escortes de VIP, ainsi que l'établissement et la protection de périmètres de sécurité.
La planification de l'exercice a été réalisée en étroite collaboration avec la Sûreté du Québec ainsi que les autorités municipales concernées. Dans le contexte de la guerre qui s'éternise entre la Russie et l'Ukraine, les soldats participant à Rafale Blanche seront déployés en Lettonie à l'été 2024 au sein de l'opération Reassurance. L'exercice, ça se déroule du 12 au 16 février dans la région de l'ouest de Portneuf. Puis c'est entre Rivière-à-Pierre puis Deschambault-Grondines. Fait que tous les villages, Saint-Casimir, Saint-Ubalde, Notre-Dame-de-Montauban. Puis c'est un exercice préparatoire pour déployer nos troupes en Lettonie l'été prochain, là. Fait qu'on a à peu près 400 militaires, soixantaine de véhicules. Puis on s'entraîne à faire, à aider l'autorité civile, un peu comme en Lettonie, faire des opérations conjointes, synchroniser les opérations avec les civils dans la région. C'est vraiment de la sécurité. Tu sais, prendre toutes les infrastructures clés. Tu sais, en cas par exemple, en Lettonie, en cas d'une invasion russe, ce serait quoi les infrastructures qu'il faudrait protéger en premier? Le nombre de personnes âgées, les gens évacués en cas d'une avance ennemie, là. Fait qu'on simule un petit peu ça, là. Moi, mon régiment, c'est un régiment blindé, donc on fait des opérations avec les véhicules blindés. Puis on couvre beaucoup de territoire. Fait que c'est ça qu'on veut reproduire ici aussi, là. Fait que 100 km², là, c'est vraiment notre range d'opération pour un régiment blindé. L'hélicoptère, c'est le commandant de la brigade de Valcartier qui est aux commandes d'à peu près 4000 soldats. Lui, il vient participer à la conférence des élus. Donc, comme le grand responsable militaire de la région de Québec, il va atterrir en hélicoptère puis il va venir participer à la conférence avec les maires, mairesses. La Maison Plamondon tient pour une deuxième année consécutive son initiative Pied de biche, levier créatif, un programme qui permet aux jeunes artistes de Portneuf de bénéficier de mentorats offerts par les artistes portneuvois établis afin de réaliser des projets artistiques, que ce soit de la littérature, de l'art visuel, de la musique et j'en passe. Le Pied de biche choisit des projets à l'aide d'un jury afin de réaliser, en fait, c'est 10 projets. Vous voyez la banque de mentors qui s'offre aux artistes. L'an passé, 2 projets avaient été soutenus, l'un pour la création d'une murale avec photos et l'autre pour la création de vidéoclips historiques accompagnés d'une pièce de piano. Dans les mentors, on retrouve notamment Michael Landry, Véronique Bertrand, Mathieu Fecteau, Sean Jobin et j'en passe. Les participants ont jusqu'au 29 février pour soumettre leur candidature. Au retour de la pause, on parle de prévention incendie avec Mme Julie Saint-Onge. La deuxième saison de la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette est officiellement commencée. Ben oui, Kéliane, jusqu'au 6 mai 2024, les Verts, les Bleus et les Jaunes vont s'affronter ici au Cinéma Alouette. Oui, c'est à tous les lundis à 19h et les postes vont ouvrir à 18h30. Ah, t'as oublié de dire que c'était gratuit ce coup-là. Sérieux Jean-François, t'es vraiment pas dans l'heure. Faut vraiment pas. Ben oui. Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble. Plusieurs incendies sont survenus dans Portneuf depuis le début de l'année. Voici une entrevue réalisée avec Mme Julie Saint-Onge, la nouvelle technicienne de prévention incendie de Donnacona. Parlons maintenant prévention incendie avec Mme Julie Saint-Onge, nouvelle technicienne à la prévention incendie pour le service de Donnacona. Bienvenue dans notre studio. Merci. Merci d'être des nôtres, Mme Saint-Onge. Bon, le rôle d'une technicienne en prévention incendie, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, en fait, une technicienne en prévention des incendies va effectuer systématiquement là, des inspections de bâtiments pour évaluer les risques, peut-être amener là, une protection supplémentaire chez les citoyens, répondre aux questions, effectuer les exercices d'évacuation. On parle des RPA, des écoles, des bureaux municipaux, évaluer des plans pour des constructions à venir, s'assurer que le côté incendie est bien monté, bien préparé.
Et justement, on est en hiver et pour la prévention incendie, l'hiver, c'est quand même important parce que on peut penser tout simplement à l'utilisation du poêle à bois. C'est quelque chose qui, la plupart des ménages dans Portneuf en ont un. Donc, j'imagine que c'est également, ça fait partie de votre travail là, d'encadrer l'utilisation de ce poêle à bois-là. Oui, effectivement. On va souvent suggérer aux gens un minimum de 1 ramonage par année. Ce qui est le plus idéal, c'est 2 ou après 3. Effectuer un bon ramonage par une compagnie là, qui est accréditée, certifiée pour ça. Par la suite, c'est la disposition des cendres qui est importante à gérer de façon adéquate. Je vous ai amené ici une poubelle. En fait, c'est une chaudière à cendres avec un couvercle. C'est pas mal dans les meilleurs. Là. Celle-ci, je l'ai pris à la quincaillerie de Neuville. En fait, c'est qu'on priorise une chaudière en métal au plastique parce que les cendres vont rester chaudes plusieurs jours. Fait qu'on demande aux citoyens d'attendre au moins 7 jours avant d'en disposer dans leur bac à ordures. Puis de disposer la chaudière sur un plancher incombustible à au moins 1 mètre de bâtiment ou de substance combustible. Et le couvert, j'imagine, c'est important aussi. Là. Oui, effectivement, pour éviter que le vent disperse les cendres chaudes là, à l'extérieur qui pourraient causer un incendie. Parce que je suis certain, il y en a qui nous écoutent et on a déjà vu justement là, des chaudières, pas de couvercle ou des choses comme ça. Ça arrive l'hiver dans le banc de neige à côté du garage. Il faut faire attention à ça aussi. Là. Tout à fait. Madame Saint-Onge, on a parlé de la disposition des cendres chaudes. Bon, en hiver, il y a d'autres choses qui sont importantes en prévention incendie. On ne veut pas causer avec les cendres un feu. Par contre, si un feu survient, il faut s'assurer également que les fenêtres soient bien dégagées là, pour peut-être être capable de sortir du bâtiment s'il y a quelque chose. Oui, effectivement. Surtout si vous avez des enfants qui dorment au sous-sol ou si c'est un logement au niveau du sous-sol, de déneiger là, après chaque tempête de neige la fenêtre. S'assurer aussi que les occupants, les enfants, sont capables d'ouvrir la fenêtre. On n'y pense pas toujours, là, parce que ça peut rester une bonne sortie pour eux. Fait que de faire attention à ça, effectivement. Et justement, là, on parle des neiges et s'il y a un feu, le plan d'évacuation, même quand on est dans une maison avec les enfants, comme vous l'avez dit, il faut que, s'ils sont au sous-sol, les parents en haut, il faut savoir c'est quoi la marche à suivre là, pour éviter des incidents, pour que les enfants soient au courant et qu'il y ait un certain plan d'évacuation en place. Oui. Ça, c'est une bonne chose à faire, justement, quand on est en famille, là, de faire le dessin, le plan de la maison pour montrer aux enfants par quel endroit ils peuvent sortir. Pratiquer aussi, là, s'il y a de la fumée, on marche à 4 pattes. Puis ce qui est bien, bien, bien important, c'est de déterminer un point de rassemblement à l'extérieur de la maison. Parce que nous, en tant que pompiers, lorsqu'on arrive sur un appel, si on n'a pas l'information que tous les occupants sont sortis, on va rentrer en recherche de victimes. On n'attaquera pas l'incendie tout de suite. Okay. Fait que ça va ralentir notre travail. Fait que la chose à faire, c'est d'avoir un point de rassemblement qui est déterminé par la famille. Puis j'en parle maintenant, même si on est l'hiver, parce que je crois que c'est une belle façon de vérifier si notre point de rassemblement est accessible l'hiver. Parce que si on pense, exemple, le point de rassemblement, c'est à la balançoire à l'arrière, mais l'hiver, le banc de neige est beaucoup trop grand. Il va peut-être falloir repenser là, au point de rassemblement. Puis à l'arrivée des pompiers, un membre de la famille va aller aviser tout de suite que tout le monde a évacué. Fait que tout de suite, on va pouvoir attaquer l'incendie. Parce que dans votre travail, justement, si on n'a pas la certitude que tout le monde est là avant de combattre, on cherche là, les on rentre une équipe en recherche de victimes. Et évidemment, votre travail, on parle d'incendie, mais parfois les pompiers sont sollicités quand il y a des pannes de courant, quand il y a eu des tempêtes. Oui. D'ailleurs, pas cette année, mais l'année passée, partout dans la province de Québec, il y en avait eu une assez bonne dans le temps des fêtes, une tempête. J'imagine que ça aussi, ça fait partie de votre travail, l'utilisation de génératrices, puis d'être prévoyant en cas de panne là, pour les ménages. Oui, effectivement, la génératrice est souvent mal utilisée ou surtout mal disposée. On va la mettre à l'extérieur de la maison, on va ouvrir une fenêtre pour rentrer l'extension à l'intérieur pour pouvoir brancher nos choses. Mais le monde, ce qu'il ne pense pas, c'est qu'il va y avoir une aspiration du monoxyde de carbone à l'intérieur de la maison, ce qui peut causer là, des malaises, voire la mort chez certains, avec la concentration en augmentation.
Fait que c'est de voir à, premièrement, se munir d'un détecteur de monoxyde de carbone lorsqu'on a des appareils comme ça, là, que ce soit un garage annexé à la maison, poêle à bois, poêle aux granules, une génératrice de temps en temps. Le monoxyde, parce que ça n'a aucune odeur, le monoxyde de carbone, aucune odeur, aucune couleur, va pouvoir le détecter facilement. Puis surtout, essayer de mettre la génératrice loin de la fenêtre, là, par où va passer l'extension. Sur l'autre côté de la maison, exemple, pour pas qu'il y ait une aspiration du monoxyde vers l'intérieur. Madame Saint-Onge, on a parlé des poêles à bois, des feux de cheminée qui, bon, c'est important de ramener. Il y a d'autres choses également qui peuvent survenir. On peut penser notamment là, à tout ce qui est dans les feux pour la cuisinière. Ces choses-là, c'est important d'avoir justement un détecteur de fumée. J'imagine que ça fait partie de votre travail de parfois regarder que tout le monde a son détecteur de fumée pour la prévention des incendies. Oui, effectivement. Un avertisseur de fumée, en fait, là, dans les résidences, ça va être un avertisseur de fumée. C'est minimum un par étage. Okay. Évidemment, on change les piles aux 6 mois, hein, au changement d'heure. On connaît le thème de ça. Par contre, maintenant, il existe des avertisseurs de fumée que la durée de la pile est de 10 ans. La durée de vie de l'avertisseur, la pile, on n'a plus besoin de la changer maintenant. Okay. Ce qui est intéressant, surtout pour les personnes âgées là, qui ont besoin d'aide pour changer les batteries. Un avertisseur de fumée, c'est bon 10 ans aussi. Il y a toujours la date sur le côté qui nous dit quand le changer. Si vous n'avez plus de date dessus, c'est probablement parce qu'il est trop vieux, il faut le changer. Est-ce que pour les incendies, tous les ménages doivent avoir un extincteur de fumée à apporter? Est-ce que c'est important d'avoir ça? C'est pas une obligation d'avoir un extincteur à la maison. C'est un plus, je dirais. C'est un plus. Mais c'est sûr qu'il faut garder en tête que l'extincteur, il ne faut pas le prendre comme seul moyen d'extinction. Tu sais, appeler le 911, c'est une bonne chose aussi. L'extincteur pourrait nous aider pour un petit feu ou pourrait nous aider à sortir de la maison. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui est intéressant, mais c'est pas une obligation. Super. Alors, Madame Julie Saint-Onge, technicienne de la prévention des incendies pour le service incendie de Donnacona, je vous remercie d'avoir été des nôtres pour parler de prévention. Merci de m'avoir reçu. Merci. La CHEP, la Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf, tiendra son assemblée générale le dimanche 18 février à 9 h du matin. Celle-ci sera suivie d'une conférence pour discuter des terreaux et amendements de sol. C'est M. Jérôme Giguère, le directeur général du groupe Botanix, qui tiendra la conférence. L'entrée à celle-ci sera gratuite pour les membres de la CHEP, mais aussi pour les résidents de Portneuf. M. Giguère traitera des terreaux et des amendements de sol. Il parlera entre autres de l'importance d'investir dans un bon sol et une bonne flore microbienne, plutôt que dans des engrais chimiques. La semaine dernière, on vous parlait de la ZEC Batiscan-Nelson et évidemment l'entente qui a eu lieu avec la MRC de Portneuf et la ville de Saint-Raymond pour permettre le passage des Portneuvois en motoneige sur la ZEC, tout comme sur les sentiers de motoneige qui passent sur les terrains des propriétaires terriens. En effet, en raison de nouveaux tarifs, une véritable levée de bouclier avait eu lieu à Saint-Raymond, alors que le passage en motoneige était devenu plus difficile. Certains propriétaires terriens ont fait pression sur les instances liées à ce dossier. L'entente temporaire permet à tous les motoneigistes de Portneuf de circuler sur la ZEC gratuitement jusqu'à la fin de la saison. Le président du club de motoneige de Saint-Raymond, M. François Lessard, a remercié la Ville lors du dernier conseil de Ville d'être intervenu dans le dossier. Voici ce qu'il avait à dire. Vous avez négligé aucun effort. Vous avez travaillé en tabarouette. Il n'y a pas une roche que vous n'avez pas viré de bord pour essayer d'en venir avec une entente avec la ZEC, ce qui a permis à tout le monde de pouvoir circuler cet hiver dans la ZEC Batiscan-Nelson. Fait que là-dessus, je voulais vous remercier beaucoup. Ça a été très apprécié. J'en reviens pas encore de tout l'effort et de l'énergie que vous avez mis là-dedans. En même temps, je voudrais remercier aussi les propriétaires terriens, malgré le fait qu'ils nous ont mis de la pression, puis on ne peut pas dire qu'on s'est de l'ennui de cette pression-là, mais je veux dire, ça s'est toujours passé de la bonne façon. Ça a resté dans la politesse, ça a resté dans le respect, ça s'est bien passé. Il n'y a pas personne qui a chicané ou qui a engueulé personne. Fait que là-dessus, les propriétaires terriens, on voudrait les remercier aussi.
Cette fin de semaine avait lieu l'événement Neige en fête à Saint-Raymond. Le festival attire les propriétaires d'autoneige, communément appelés snowmobiles, dans la région pour faire des randonnées, des parades et assister à un feu d'artifice à la station de ski Saint-Raymond depuis près de 30 ans maintenant. Le président de Neige en fête, M. Denis Tremblay, a fait un compte-rendu lors de la fin de semaine, lors du conseil de ville de Saint-Raymond. Alors que 37 snowmobiles ont participé à l'événement cette année, l'hiver que nous vivons avec la pluie a fait en sorte qu'il y a eu un peu moins de participation qu'auparavant et c'est la même chose aussi pour la présence des familles lors de l'événement. Au niveau du festival, M. Tremblay concède qu'il y a moins d'activités qu'auparavant, principalement avec le manque de bénévoles. Voici ce qu'il avait à dire. Pour les années passées, il y avait plus d'activités, mais chez nous, comme probablement comme dans beaucoup d'autres départements, en tout cas organisations, les bénévoles sont en voie de disparition. Donc, quand j'ai succédé, moi, à Pierre Robitaille, il y a près de 15-20 ans, on était 15 dans le comité, puis aujourd'hui, je remplis ma main. Puis il faut courir après les bénévoles, puis ça... C'est très difficile, mais que voulez-vous, bientôt, ça va faire 30 ans que notre festival existe. C'est sûr que avec Tourisme Saint-Raymond, là, il y a eu une nouvelle flamme qui est apparue. La 26e édition du défi Ose entreprendre de Portneuf est commencée. Les élèves, les étudiants, les intervenants scolaires et les entrepreneurs sont invités à s'inscrire au défi Ose entreprendre de Portneuf d'ici le 12 mars 2024 à 16h. L'objectif, c'est faire rayonner les initiatives entrepreneuriales d'ici, que ce soit pour le volet scolaire, création d'entreprise, réussite incorporée ou faire ensemble. Vous voyez d'ailleurs des images lors de la fin du défi Ose entreprendre de l'année passée. Tous les critères d'admissibilité ainsi que la liste des catégories et des prix sont accessibles en ligne sur le site du défi. Une activité de remise des prix couronnera les lauréats à l'échelon régional le 2 mai prochain. Les lauréats régionaux se partageront plus de 20 000 $ en bourse. Pour les gagnants de l'édition 2023, il y avait au privé dans la catégorie services aux individus, le Beau Chaos, catégorie exploitation, transformation et production, nature et associés, catégorie services aux entreprises, l'épicerie, l'ambroiserie, catégorie commerce et finalement au pagaie, catégorie faire ensemble, aussi production Chen Dubé pour le coup de cœur du jury. Les activités à Saint-Léonard de Portneuf se poursuivent dans le cadre des 125 ans de la municipalité. On vous invite à suivre Saint-Léonard Festif pour la page Facebook pour en apprendre davantage. Le club de patinage artistique de Saint-Raymond accueillera du 22 au 25 février prochain des athlètes de patinage artistique provenant de partout dans la province. Il s'agit d'une première pour le club qui cumule 48 ans d'existence. Il s'agit de la compétition Serge Gilbert et c'est une compétition de patinage artistique pour les patineurs et patineuses de la région de la capitale nationale. Alors, j'ai réalisé une entrevue un peu plus tôt avec Marilène Brideau, la présidente du CPA de Saint-Raymond. Voici cette entrevue. Nous rejoint en studio Mme Marilène Brideau, qui est la présidente du CPA de Saint-Raymond, le club de patinage artistique. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Merci d'être des nôtres. Vous êtes avec nous ce soir pour une très belle occasion parce que après 48 ans d'existence de votre club de patinage artistique de Saint-Raymond, il va y avoir une compétition régionale qui arrive très bientôt, en fait. Pouvez-vous nous parler de votre club et après de la compétition qui s'en vient là, la fin de semaine prochaine? Oui, bien, le club de patinage artistique de Saint-Raymond accueille environ une soixantaine de patineurs à chaque saison. Donc, de 3 ans jusqu'à illimité, je dirais. On a plusieurs adultes. Donc, je ne mets pas de limite d'âge. Tout le monde peut participer. On a ouvert un cours pour adultes, débutants aussi. Donc, tous les âges sont les bienvenus. Tous les niveaux aussi. On a la chance de pouvoir permettre le temps de glace là, à tous ces gens-là. Donc, on promouvoit le sport qui est le patinage artistique, bien sûr. Et on essaie de mettre de l'avant nos patineurs pour leur donner une belle visibilité, là, puis l'occasion de performer là, du mieux qu'ils peuvent, là. D'avoir les moyens pour le faire, hein, du moins.
Et là, vous avez l'invitation Serge Giguère. Gilbert, qui arrive bientôt. L'invitation. C'est la première fois que vous tenez ça. Comment ça s'est passé pour justement en arriver à avoir une compétition régionale? Bien, tout d'abord, tous les clubs, pour une régionale, là, tous les clubs de la capitale nationale donc, sont sollicités pour avoir une compétition, mais il faut répondre aussi à des critères. Hein? Ouais. Donc, il faut atteindre ces critères-là, être en mesure que ce soit l'hébergement, que ce soit... il y a plein de choses qui viennent là, avec ça pour accepter qu'un club soit hôte d'une compétition. Donc, puis il faut avoir les moyens de le faire, il faut avoir la capacité, il faut avoir les bénévoles aussi, hein, parce que ça, c'est que bénévoles, les bras là, qui nous aident à ça. Ouais. Puis je dirais même les juges, hein, faut pas... et tous les supports techniques de la compétition, c'est tous des gens qui sont bénévoles. Donc, tu sais, vous avez dit les coups, c'est quoi? Bien, les coups, c'est les médailles, les rubans, toute la technicalité, les éléments techniques, tout ça là, que ça prend pour faire une compétition, là, c'est nécessaire. Voilà. J'imagine que pour en arriver là, ça prend quelques partenaires également. Là, Bien sûr. Puis on a été très chanceux cette année. En date, aujourd'hui, le 15 février, on a plusieurs partenaires majeurs, dont Home Hardware Jean-Denis, qui participe. C'est notre partenaire de choix et de cœur cette année et pour la compétition. Et on a aussi la Ville de Saint-Raymond, bien sûr, le député Vincent Caron, dans nos partenaires majeurs, Desjardins, la Caisse de Saint-Raymond-Sainte-Catherine également. Et on a des partenaires aussi des entreprises de Saint-Raymond, quand on parle de Emplan et Design, quand on parle de BMR, on parle aussi de Jean Coutu, on parle aussi de Subway à Saint-Raymond, le Maxi, le Métro. C'est tous des entreprises, parce que ça prend pour nourrir tous les gens, les bénévoles qui sont sur place, hein, ça prend des commandites aussi là-dessus. C'est pas juste le prix des coûts des médailles et des rubans, mais il faut nourrir tous ces gens-là. Donc, tous ces beaux partenaires-là là, nous aident, bien sûr. J'espère que j'en oublie pas, là, mais sinon, suivez sur notre page Facebook, on les annonce tous, on les met tous en valeur, nos partenaires. Et au niveau de la compétition, je pense que ça fait ça sur quelques jours, là, du 22 au 25 février, si je ne me trompe pas? En fait, oui, on était censé à partir du 22, effectivement. Ouais. Je ne veux pas vous corriger, mais ça va être finalement le 23, 24 et 25. On a condensé avec la capacité des juges d'avoir le nombre de juges nécessaires. Donc, on a dû mettre ça sur 3 jours. Mais c'est quand même, on a eu un record d'inscription. Donc, les compétitions, le vendredi et le samedi, ça débute à 8 h le matin jusqu'à 8 h 30 le soir. Et le dimanche, on est de 8 h également jusqu'à 16 h 30. Donc, il y a des compétitions là, de tous les niveaux qui se produisent. Là. Au niveau de votre club, combien d'athlètes, de patineuses vont participer? Oui, on en a 11 cette année. Okay. C'est une belle participation pour une compétition comme ça, parce que c'est des niveaux, c'est restrictif là, à certains niveaux. Donc, c'est Star 2 et plus. On a aussi adultes qu'on reçoit. Donc, c'est ça. Donc, parce qu'on a beaucoup de jeunes et de la relève dans notre club. Mais l'année prochaine, on en aura sûrement encore plus. Oui, parce que l'année prochaine, l'invitation va revenir. Absolument. L'année prochaine, quand on prend une compétition, c'est sur 2 ans. Donc, on prend un contrat de 2 ans d'organiser cette compétition-là. Donc, on prend nos armes cette année, c'est nos premières armes. Puis l'année prochaine, on va continuer. Finalement, si le public de Saint-Raymond et ses alentours veut venir, est-ce que ça va être possible de le faire? Absolument. On les invite à venir voir. Puis sur la page encore Facebook, on va annoncer nos patineuses à quel moment ils vont passer. Fait que s'ils veulent venir les encourager précisément ou juste venir voir du beau patinage artistique en vrai, pas juste à la télévision, en vrai, ils peuvent venir voir ça chez nous et c'est gratuit. L'entrée, elle est gratuite. Donc, aucun problème, vous pouvez venir nous voir. Alors, sur la page Facebook du Club de patinage artistique de Saint-Raymond, l'invitation est lancée. Oui. Madame Marilène Brideau, présidente du CPA de Saint-Raymont, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. La pêche au poulamon sur la rivière Sainte-Anne est bien ancrée à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Les Portneuvois sont bien habitués d'y aller. Et cette année, la météo a causé quand même des maux de tête aux organisateurs. Des personnes de partout viennent profiter de cette attraction qui apporte beaucoup de tourisme à nos voisins de la Mauricie. Charles Laviolette a réalisé un reportage. Le voici.
C'est en 1939 qu'un épicier de Saint-Anne-de-la-Pérade, en prélevant des blocs de glace sur la rivière, a constaté que des bancs de petits poissons peuplaient la Sainte-Anne en hiver. La pêche au poulamon était née. La pêche aux poissons des chenaux en est à sa 86e édition et sa popularité ne se dément pas. Encore cette année, la saison de pêche sur la glace qui tire à sa fin permettra à environ 100 000 pêcheurs de pêcher 1 million de poulamons. Nous avons rencontré Steve Massicotte, porte-parole de l'Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne. L'Association des pourvoyeurs, c'est 19 pourvoiries. C'est sur environ 2 km de rivière. C'est 340 chalets qui sont installés. Donc, c'est de la pêche qui se fait autant de jour que de nuit. Donc, c'est de 8 h le matin à 6 h le soir ou de 8 h le soir à 6 h le lendemain matin. Donc, les gens pêchent à l'intérieur des chalets de pêche. Donc, vraiment, il y a un petit poêle à bois, il y a les lignes de fournis, souvent divan, table et chaises. Donc, c'est très confortable. Beau temps, mauvais temps, donc les gens là, peuvent venir là, à la pêche chez nous puis profiter là, des activités qu'il y a sur la rivière. Nous, ici, ça a commencé en 1939. Donc, dans le fond, c'est un épicier qui est descendu sur la rivière pour prendre des blocs de glace et s'est aperçu qu'il y avait du poisson dans la rivière et ont commencé à pêcher. Les gens arrivaient par train, c'était les cabanes embarquées avec des chevaux. La glace, on la sciait avec des galandars, qui est des grandes scies à la main. Donc, par la suite, là est arrivé les scies mécaniques. Donc, c'était plus facile de faire les trous dans la rivière, les tracteurs. Et en 1976, s'est créée l'Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne. Et là, maintenant, on est rendu à notre 86e édition déjà. Et c'est une pêche qui, dans le passé, était très festive de nuit. Maintenant, c'est rendu très familial. Donc, c'est le jour, les samedis de jour, dimanche de jour, plein de familles, plein de jeux gonflables, partout. Là, les gens peuvent s'amuser, patiner. Donc, c'est pas juste de la pêche, mais c'est aussi là, des activités plein air. Ici, c'est notre date d'ouverture officielle du ministère de la Faune, c'est le 26 décembre. Donc, normalement, quand on a du froid, 26 décembre, on commence notre saison, puis ça se termine toujours vers la mi-fin février. Donc, cette année, malheureusement, avec la température, le 18 décembre, il est arrivé un coup d'eau. Donc, on a eu à peu près là, 100 mm de pluie totale. Fait que la glace n'a pas pu résister. Donc, il a fallu repartir la saison. Donc, à partir du 15 janvier, là, on a recommencé. Et ça fait une courte saison cette année. Bien, depuis les 10 dernières années, dans le fond, là, c'est à peu près, là, on a eu peut-être 2-3 bonnes années où on a pu commencer le 26 décembre. Donc, il faut faire avec Dame Nature. Depuis les 10 dernières années, le réchauffement climatique, etc., donc c'est plus difficile. Mais il faut attendre du froid. Nous, dès qu'il y a des nuits à moins 15 et que la rivière gèle, on l'arrose, donc on épaissit notre couvert de glace. Quand on embarque dessus, un 12 pouces de glace, donc c'est sécuritaire. On fait les installations électriques, les chalets de pêche. Puis après ça, bien là, les gens peuvent venir sur la rivière. Sur la rivière Sainte-Anne, c'est par centaines de millions de petits poissons des chenaux là, qui rentrent là, à partir à peu près du 10 décembre jusqu'à la fin février. Donc, puis dans ces centaines de millions de poulamons, on en pêche environ dans l'hiver à peu près 1 million. On prône beaucoup la remise à l'eau pour préserver l'espèce. Et les plus gros spécimens, bien, les gens peuvent les garder, puis les consommer, faire des recettes avec. La semaine passée, on a cuisiné, on a fait même des burgers de poulamon. Fait que vraiment, il y a plein de choses à faire. On fournit un petit livre de recettes et un petit pamphlet comment arranger notre poisson. Dans une année normale, on va chercher 100 000 visiteurs. C'est des retombées économiques pour environ 6 millions pour la Mauricie. Donc, écoute, c'est des gens qui vont dormir ici, qui vont aller consommer dans un restaurant, qui vont faire bouger la municipalité. C'est beaucoup le 514-450, donc tout le secteur de Montréal et les environs. Sinon, on a beaucoup aussi de Québec, de Trois-Rivières, de la Mauricie aussi, c'est important. On a une clientèle aussi asiatique qui vient du quartier chinois de Montréal, qui vient aussi de Toronto. Donc, on a une belle clientèle russe aussi qui vient. Donc, pour nous, là, c'est vraiment, là, on a des gens de peu partout à travers le Québec, du Canada et on a une clientèle aussi internationale. Les gens adorent ça quand ils arrivent. Puis il y a plein d'activités. Plein d'activités sur la glace. Puis en fin de semaine, on avait un violoniste, on avait un guitariste. Il y a de l'ambiance toute la fin de semaine. Là, Roger, on va avoir de la visite.
ça fait 75 ans, 76 ans que je pêche. J'ai commencé à pêcher, j'avais 5 ans. Puis là, j'en ai 81. Si tu mets des personnes qui ne s'occupent pas de leur ligne, là, qui ne changent pas leur foie, ben tu vas rester avec très peu de poissons. Ça, c'est du foie de l'art. OK, merci. Non, mais... Pied grouillant. Voilà. Puis l'association demande, quand le poisson n'est pas blessé et puis qui est petit, il appelle ça la remise à l'eau. Alors, lui, je le retourne, il n'est pas blessé du tout. Oh, il est reparti. Bien, nous, dans le fond, écoute, c'est notre dernier week-end, donc on invite les gens. Il reste encore de la place le samedi et dimanche, donc les gens viennent la fin de semaine. Sinon, regarde, aujourd'hui et demain, là, jeudi, vendredi, il reste de la place aussi. Donc, vraiment, on veut finir ça en beauté. Il va faire froid, il va faire beau. Donc, les gens viennent voir ici à Saint-Anne-de-la-Pérade, qui visitent lespetitspoissons.ca pour avoir plus d'informations. Au retour de la pause, on parle de recyclage, mais aussi d'une nouvelle qui touche directement CJSR. Au Québec, il y a presque 300 000 chasseurs et tout près de 700 000 pêcheurs. Leur activité entretient tout près de 28 000 emplois. C'est pas rien, ça. Je m'appelle Samuel Gendron et je vais vous en parler en 2024 avec ma nouvelle émission Chasse et pêche dans la peau. Des entrevues, des reportages, de l'information sur la biologie des animaux. Attendez-vous à des découvertes. Ça va dans le compost, ça? Non, c'est juste un petit bout d'oignon. Pardon? C'est juste un... Ce petit bout-là dans le compost, monsieur, ça rend mes sols plus fertiles. Ah, mais ça fait moins de poubelle pour moi! Mais moins de poubelle. Moins de gaz à effet de serre. Ouais, fait que ton petit bout d'oignon, là, il fait un méchant bout pour la planète. Coucou! Si ça se mange. Ça se composte! Exact. Ça, c'est bien dit. Alors, parlons-en du compost et des matières résiduelles, parce qu'au niveau de la gestion de celle-ci à Saint-Raymond, le conseiller municipal Yvan Barrette a profité des séances de conseil pour sensibiliser la population à poursuivre le recyclage et l'utilisation du bac brun pour diminuer les déchets. Il indique que plus la population recycle, plus la Régie régionale des matières résiduelles peut recevoir des subventions. D'ailleurs, cette dernière en a reçu une de 2 295 000 $ pour son travail en revalorisation des matières résiduelles. Il a également expliqué que dans le futur, les citoyens faisant le plus de déchets paieront plus cher pour le ramassage de leurs déchets. Voici un extrait de M. Barrette lors du dernier conseil de ville. Ce qui est visé à long terme, là, ça, c'est peut-être dans un horizon de 5 à 10 ans, c'est que chacun des personnes, il va y avoir une pesée sur le véhicule. Le camion là, qui lève, là, il y a une pesée là-dessus. D'ailleurs, à Beaconsfield, ils le font dans le nord de Montréal. Puis là, à ce moment-là, c'est l'utilisateur-payeur. Si tu veux faire des déchets, toi, là, fais-en des déchets, mais tu vas payer en conséquence. Ça, c'est le fun, ça, l'utilisateur-payeur. Fait que les gens, des fois, là, on s'appelle ça comme un ordre de répression. Hein? Si tu dis, t'expliques aux gens, fais les dons correctement, tu vas aider. Hein? Parce que c'est collectivement qu'on fait ça. Là. Bien, collectivement, ben, la personne qui, elle, a dit, ben là, moi, là, j'en fais normalement, là, le bac de vidange, là, comme là, c'est ainsi dans une période là, demain matin, là, mettons, il ne devrait pas avoir grand vidange dedans. Normalement. Mais ça, si les gens ils disent, ben là, il y en a dedans. Là, c'est toute la communauté qui paye. Un jour, ça sera à l'inverse, ça sera l'utilisateur-payeur. Le directeur général de CJSR, Christian Fournier, a quitté ses fonctions et pour ce faire, Suzy Bertrand est maintenant la nouvelle directrice générale de la télévision communautaire de Portneuf. J'ai réalisé une entrevue avec le président de CJSR, M. Denis Gingras, ainsi qu'avec Suzy Bertrand. Voici cette entrevue. Nous rejoint maintenant en studio Denis Gingras, président de CJSR. Bonjour, Denis. Ça fait plaisir. Également, nouvelle directrice générale de CJSR, Suzy Bertrand. Bonjour, Suzy. Allô.
Eh bien, pour l'entrevue, nous allons nous tutoyer comme nous se connaissons tous les trois assez bien. Donc, félicitations, Suzy, pour ton nouveau poste en tant que directrice générale de CJSR. Merci. Denis, vous, au CA, comment vous avez fait justement là pour... en fait, comment vous en êtes venu à la nomination de Suzy en tant que directrice générale? Dans un premier temps, il faut dire que notre directeur avait décidé de partir. Oui. Alors, Suzy était au courant, bien sûr, de ça. Elle nous a fait savoir qu'elle était intéressée. Alors, ça nous a permis, le conseil, on a jasé pas mal. Puis, sur recommandation également de Christian, notre ancien directeur, on en est venu à la conclusion qu'on pouvait faire confiance à Suzy. Et justement, là, recruter à l'interne a fait en sorte que vous aviez peut-être moins de formation à faire comme la Suzy. Ça fait déjà, je pense, 4 ans qu'elle est dans la boîte, là, dans CJSR. Ça va faire 5 ans en mai que je suis à CJSR. C'est pas compliqué. On est arrivés pratiquement en même temps. Moi, quand je suis revenu dans le décor, on avait besoin d'une secrétaire. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a donné son nom. Ça, tout de suite, ça a été... on était bien contents de la gang. Tu sais, je veux dire... on n'avait pas besoin de chercher très longtemps. Puis moi, à ce moment-là, j'occupais le poste de directeur général avec l'intention, bien sûr, de laisser ma place à quelqu'un d'autre et de plutôt m'occuper de la présidence. Je me sentais plus à mon aise comme ça. Et justement, il faut dire que la direction générale, elle a changé quand même plusieurs fois depuis 5 ans. On a eu plusieurs directeurs généraux. Donc là, d'avoir quelqu'un qui connaît déjà les enjeux, j'imagine que c'est un plus pour vous. Ben oui, je comprends. L'expérience acquise, Suzy, elle a cheminé beaucoup. Oui, mais c'est ça, quand je suis arrivée à CJSR, je connaissais rien au niveau de la télé, autre que ce que je voyais justement à la télé. Ouais. Donc, j'ai tout appris ici à CJSR avec l'équipe. Puis, je trouve ça le fun de voir qu'on peut progresser dans l'entreprise. Donc, de passer de secrétaire à assistante à la direction à directrice, c'est un beau cheminement, je suis bien contente. Et au niveau des émissions, de la programmation, est-ce qu'on va continuer dans les mêmes aires d'aller que ce qui a été fait auparavant? Ou, Oui, absolument. On maintient les belles bases que mes prédécesseurs ont installées. Là. On ne changera pas une recette gagnante. On va continuer vers l'excellence. Est-ce que tu avais quelque chose de Non, c'était correct. J'écoutais ce qu'elle disait. On pense pareil. Le conseil d'administration est au courant que, comment je dirais bien ça, donc, que ça va bien, dans le fond, qu'il nous reste à continuer dans le bon sens. Et puis, nos 2 ex-directeurs généraux nous ont aussi appuyés dans ce sens que si jamais on avait des besoins particuliers pour remplir des documents, des trucs comme ça, qu'on est moins habitués, ils sont prêts à continuer à nous aider dans ce sens-là. Donc, on est bien contents. C'est ça, les subventions qu'il faut remplir une fois par année. Bien, c'est ça, je ne les ai pas remplies encore. Donc, étant nouvellement en poste, bien, c'est ça, ils vont aider pour continuer la passation des pouvoirs là, durant l'année. On comprend là, que le départ, ça n'avait aucun rapport avec des choses négatives. Là. C'est que c'était 2 professionnels qui déjà étaient actifs autrement. Là. Et puis surtout Christian qui avait pris pratiquement une année de sabbatique pour venir nous aider. Alors c'était prévu déjà qu'il devait quitter. Alors on a quelqu'un à l'interne, c'est ça qu'on disait tantôt. On est bien contents. Pour l'avenir de CJSR, il y a quand même plusieurs choses qui vont bien, des émissions qui sont bien ancrées maintenant. Par contre, une chose, on le sait, les télévisions communautaires, on a besoin de bénévoles et j'imagine là, que en ce moment encore, là, en 2024, c'est tout aussi vrai? Ou, Oui, absolument, absolument. On cherche des bénévoles, effectivement, pour la conception des missions, pour l'animation, à la régie, caméra, montage. On est prêt à former du monde, mais ça nous prend du monde. C'est ça. Donc, même si les gens n'ont pas de compétences à la caméra et tout, on est capable de former pour ça. Absolument. Si j'ai été capable d'être formée de A à Z, de 0 à 100, comme on dit, bien, on est capable de former n'importe qui, n'importe quand. Là. Il n'y a aucun problème. On est capable de donner la formation. On a des bons professionnels derrière nous. Puis on a des belles ressources. Donc, oui, absolument. Là, pas besoin d'être déjà formé, juste d'avoir un intérêt, puis c'est bien parfait. Puis de mon côté, évidemment, sur le conseil d'administration,
On a toujours besoin de gens. On vient de faire notre assemblée générale. Présentement, il y a 2 postes vacants. C'est un petit peu triste parce qu'on aimerait ça que ce soit rempli. Mais j'en profite pour faire un appel à tous. S'il y en a que ça les intéresse, c'est à peu près 7-8 réunions par année qui durent à peu près 1h30. Alors, c'est rien là, de trop chargé. Alors, moi, j'aimerais ça accueillir peut-être des jeunes. Les idées, on a un conseil un peu vieillissant. Je m'inclus là-dedans, bien évidemment. Mais ça serait le fun d'avoir des jeunes dans la trentaine ou même moins pour arriver avec de nouvelles idées. Et puis, aussi des organismes. On a présentement, parce qu'on a 2 postes pour des organismes, il y en a un qui est comblé par les Chevaliers de Colomb. On a un autre là, la personne est nommée par son club, elle n'est pas élue. Donc, ça serait intéressant pour nous autres. Là. Donc, d'avoir encore plus de personnes sur le conseil d'administration qui viennent des organismes de Portneuf pour encore améliorer l'aspect communautaire de la chose. Bien sûr, bien sûr. Je comprends. Puis ça, on en parle souvent, mais c'est pas évident. Les gens ont peur de se ramasser avec la présidence. Moi, je les rassure tout de suite. Là. Je suis président et je suis content. J'ai pas d'intention de partir bientôt. Alors, ça, des fois aussi, les gens pensent, bon, ils veulent nous redonner tout ça. Non, c'est pas le cas. Puis les bénévoles qui pourraient venir travailler pour nous autres, on pourrait les habituer également sur un conseil d'administration. Alors, en terminant cette entrevue, félicitations Suzy pour ton nouveau poste. Je veux peut-être juste revenir, on parlait de bénévolat, mais CJSR, dans sa mission, c'est de pouvoir justement rendre possible aux gens de la région de Portneuf de pouvoir faire des émissions et tout, et ça va rester le cas. Là. On veut rendre le divertissement télévisuel accessible à tous dans la région. Oui, absolument, absolument. Moi, je veux partir de l'intérêt de nos téléspectateurs, qu'est-ce que vous voulez voir à la télé? Si vous voulez vous impliquer, on va vous laisser la place, puis on va le diffuser. On a un bel exemple quand on a fait la pêche dans la peau. C'est parti d'un individu de Pont-Rouge et ça a grossi, puis c'est très intéressant. Ça n'empêche pas aussi que notre mission première, c'est d'informer. Tu es au courant. C'est ton travail, qu'on apprécie beaucoup d'ailleurs. Alors, c'est ça, l'information et le divertissement. L'émission sur les gâteaux également, c'est parti de l'intérêt d'une personne, puis ça a fait une belle émission. On a plusieurs exemples, puis on a des beaux projets qui s'en viennent. Mais... Parfait. Alors, peut-être qu'on va pouvoir te réinviter pour parler de ce projet-là éventuellement. Je vois que le temps passe. Denis Gingras, président CJSR, merci. Suzy Bertrand, directrice générale, merci beaucoup. Encore félicitations à Suzy, puis bienvenue dans la gang. Merci. Même si tu connais déjà l'équipe. L'événement Viens jouer dehors, qui devait se tenir les 16, 17 et 18 février et qui présentait les activités de tournois de hockey extérieur, sculpture sur neige, défis au centre de ski et autres activités familiales, est annulé. L'incapacité de tenir la majorité des activités dues à la faible quantité et qualité de neige et au doux temps des derniers jours a forcé l'organisation à prendre la décision. On rappelle que la station de ski Saint-Raymond demeure fermée jusqu'à nouvel ordre et que la patinoire et le rond de glace extérieur sont définitivement fermés pour le reste de la saison hivernale. On poursuit dans les informations. Eh bien, la période d'inscription pour les membres de la route des arts et saveurs de Portneuf a eu lieu du 6 au 22 mars 2024. La 9e édition de la route se tiendra les 21 et 22 septembre 2024 partout dans la région de Portneuf. Depuis 2013, organisme en valeur la créativité des producteurs, productrices agroalimentaires, des artistes et artisans de la MRC de Portneuf. La route des arts et saveurs propose une expérience authentique de la région en créant des rencontres entre public et les propriétaires des petits commerces qui font vibrer la région de Portneuf. Il y a une rubrique Internet pour tous ceux et celles qui voudraient en savoir plus. On poursuit avec l'improvisation. L'impro Portneuf Alouette poursuit ses activités. Ce lundi 19 février, vous voyez d'ailleurs les images du match de la semaine dernière. L'ouverture des portes au cinéma Alouette est toujours à 18h30 et le spectacle commence à 19h pour une durée d'environ 2 heures. Cette année, c'est 3 équipes qui performent, les jaunes, les bleus ainsi que les verts. C'est donc ce qui complète votre bulletin d'information Info CJSR. Merci à nos invités, ainsi qu'à Luc, Arthur et Tony de s'être occupés de la technique. On se laisse avec des images des activités hivernales qui ont eu lieu il y a quelques semaines au lac Sept-Îles. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine.